à toutes et à tous pour une nouvelle vidéo. Comme vous le savez, la civilisation dite romaine, qu'on appelle aussi la Rome antique, est fondée, selon la légende, par les fameux Romulus et Rémus sous le regard des dieux, aux alentours de -753 avant Jésus-Christ. Rome va ensuite s'étendre dans toute l'Europe et dans tout le bassin méditerranéen. De simple royaume, Rome va s'affirmer en tant que république en -509 avec la création du fameux Sénat romain, en passant par les conquêtes de Jules César, mais aussi de terribles guerres civiles. C'est officiellement vers -57 qu'Octave, devenu Auguste, fondera l'Empire romain. Sous cet empire romain, le territoire est assez conséquent, mais il va encore s'étendre jusqu'en 117, qui est, en fait, la date de son apogée. La date de 285 est un moment important dans l'histoire de l'Empire et qui nous intéresse fortement dans cette vidéo. C'est en effet Dioclétien, de son nom complet Caius Aurelius Valerius Diocletianus Augustus, né dans une famille modeste de Dalmatie, qui va gravir les échelons de l'armée pour devenir plus tard empereur. Et c'est lui qui va véritablement séparer l'Empire romain en deux. À cette époque, à cause de multiples problèmes au sein de l'Empire, on instaure la tétrarchie. La tétrarchie est un système politique instauré par Dioclétien à la fin du IIIe siècle et qui est composé de 4 dirigeants qui administrent et se partagent l'Empire. Pour expliquer un peu mieux ce système, Dioclétien, qui était alors général, administre les régions situées en Orient et son compagnon d'armes, Maximien, celles en Occident. Chacun est assisté d'un co-empereur. Cette tétrarchie fut conçue comme une division administrative et non politique. Le collège des empereurs représentant l'autorité sur l'ensemble, et chaque empereur devra prendre ses décisions en accord avec son collègue. Une des explications de cette séparation est sans doute la grandeur de l'Empire, qui devient de plus en plus difficile d'administrer. De plus, les généraux prennent beaucoup d'importance à cette époque, car ce sont véritablement eux qui arrivent à gérer les tensions aux frontières de l'Empire et qui lui assurent une certaine stabilité. Fin 305 donc, déjà d'un certain âge, Dioclétien abdique, ce qui est une première dans l'histoire de l'Empire, en obligeant Maximien à l'imiter en faveur de leurs co-empereurs respectifs, Galère et Constance Chlore, père de Constantin Ier. Au terme de nombreuses luttes de pouvoir après ces nominations et entre les prétendants et leurs héritiers, c'est le fils de Constance Chlore, Constantin, qui, fin 323, restaure l'unité administrative de l'Empire. Il fonde alors Constantinople, qu'il bâtit à l'emplacement d'une colonie grecque du nom de Byzance, aujourd'hui Istanbul. Cette capitale est tout d'abord nommée Nova Roma, Nouvelle Rome, puis dans l'usage courant, Constantinople, Constantinoupolis, ville de Constantin. Constantin Ier fut aussi le premier empereur à favoriser le christianisme et en fait la religion officielle de l'Empire. Il contribue même à la fondation de sa doctrine en convoquant le premier concile œcuménique chrétien à Nicée en 325. Mais ceci n'est malheureusement que provisoire, car après la mort de Constantin, le recours à un empereur ou un co-empereur va devenir presque systématique. La division est même définitive à la mort de Théodose le Grand en 395. L'Empire est alors divisé pour de bon en deux entre ses deux fils. La partie occidentale est confiée à Honorius qui établit sa capitale à Rome, et la partie orientale à Arcadius à Constantinople. Dès lors, la réunification ne sera plus possible. L'Empire romain d'Occident était déjà soumis sous Dioclétien à la pression démographique des peuples proches de ses frontières, comme les Germains. Les Romains avaient d'ailleurs essayé de les intégrer dans l'armée et dans la société avec un succès somme toute assez mitigé. Mais sous Arcadius et Honorius, ce sont les Huns venus d'Europe centrale qui vont venir redistribuer les cartes aux frontières de l'Empire. Les peuples proches des frontières romaines se sentant menacés et attaqués par les Huns cherchent à se réfugier dans l'Empire. On pense plus précisément aux peuples francs, aux Burgondes, aux Visigoths, mais aussi aux Vandales ou aux Alans. Les Romains ne peuvent plus les repousser. De plus, une de ces conséquences de ces invasions, c'est que Rome est pillée en 451 par Alaric et plus tard
est à deux doigts de tomber face à Attila, le chef des Huns. L'Empire romain d'Occident est totalement disloqué et ne s'en relèvera jamais. Une fois installés dans un empire qui se morcelle, ces peuples qu'on appelle barbares vont alors établir leur propre royaume. Dans notre cas, le royaume des Francs donnera bien plus tard notre célèbre royaume de France. Nous pourrions faire une vidéo entière consacrée aux différents facteurs responsables de la chute de l'Empire romain d'Occident. Les historiens eux-mêmes n'adoptent pas le même point de vue pour expliquer cette chute. Au final, comme vous le savez sûrement, on a l'habitude dans vos livres d'histoire de prendre la date de 476 comme date symbolique pour marquer la fin de l'Empire romain. Mais ce n'est pas tout à fait exact. Il faudrait nommer uniquement l'Empire romain occidental. Qui plus est, cette chute ne s'est pas faite en une année, mais s'est étendue sur des dizaines d'années, et déjà, sous Dioclétien, on pensait que l'Empire romain était au bord de la dislocation. En tout cas, cette date sert de point de passage entre la période dite de l'Antiquité, qui s'étend de -3500 à 476 justement, et qui voit de grandes civilisations s'étendre en Europe et dans le bassin méditerranéen. On a vu les Romains, mais on aurait pu évoquer aussi les Égyptiens, les Grecs et les Perses, qui les ont précédés, mais cela fera sans doute l'objet d'une autre vidéo. Au final, nous pouvons donc dire que non, l'Empire romain n'a pas disparu véritablement. D'une part, parce que la partie orientale a perduré pendant plus d'un millénaire après la chute de l'Empire romain occidental. Et d'autre part, car les peuples et les royaumes barbares ont été très influencés par Rome et son glorieux passé. Certains de ces royaumes se sont d'ailleurs présentés comme des héritiers directs de cet empire. On pense notamment à l'empereur carolingien Charlemagne, descendant des Francs, et qui se fera couronner empereur en l'an 800 à Rome. L'influence romaine n'a donc pas disparu, et ces peuples dits barbares ont bien adopté le mode de vie à la romaine. Le latin restant la langue officielle de certains royaumes. De plus, les rois de ces royaumes barbares se convertissent aussi, petit à petit, au christianisme, comme l'avait fait à son époque Constantin. On peut penser aussi à la levée des impôts et au système administratif qui seront fortement influencés par ce que faisait Rome bien des siècles auparavant. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker ou partager à vos amis, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, sans doute consacrée à l'Empire romain d'Orient, autrement appelé Empire byzantin. Allez, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!